Napsothérapie signifie, c'est le N de nutrition, le AP d'activité physique et le sommeil. C'est en fait une approche révolutionnaire de la santé qui consiste à associer ces trois comportements d'une façon indissociable au service de la santé. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour et bienvenue. Je reçois ce matin le docteur Laurence Plumet. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, alors vous avez créé votre propre école de nutrition, EPM, nutrition, et vous avez créé une autre école, une école de napsothérapie dont on va parler ce matin, la napsothérapie que vous développez dans votre nouveau livre qui s'appelle Napsothérapie, nutrition, activité physique, sommeil, aux éditions Erol. C'est un nouveau métier et c'est un métier de prévention. Ah, tout à fait. Il fallait l'inventer, parce que quand on voit le contexte de santé dans lequel vivent les Français, il était urgent de créer ce métier et de lancer donc les napsothérapeutes pour aider tous ces gens qui mangent mal, qui ne dorment pas suffisamment, qui ne bougent pas suffisamment. Ça représente quand même un Français sur deux, c'est énorme. Ça a encore en plus été aggravé par la pandémie. Et donc, il était important de créer ce nouveau métier, puisque napsothérapie signifie, c'est le N de nutrition, le AP d'activité physique et le sommeil. C'est en fait une approche révolutionnaire de la santé qui consiste à associer ces trois comportements d'une façon indissociable au service de la santé. On ne peut pas être en bonne santé si on ne dort pas, même si on mange bien, enfin si on dort mal, même si on mange bien et même si on bouge bien. Vous voyez, les trois sont absolument indivisibles. Et il n'existe pas à l'heure actuelle de professionnels qui puissent prendre en charge des gens qui ont un ou plusieurs de ces trois problèmes. Ça n'existe pas. Donc quelqu'un qui dort pas bien, sait pas à qui s'adresser. Quelqu'un qui bouge pas assez, sait pas très bien à qui s'adresser. Quelqu'un qui ne mange pas bien n'a pas envie non plus d'aller voir forcément un médecin nutritionniste parce qu'il se sent pas suffisamment malade pour ça. Donc ce sont des tas de gens qui ont des problèmes de comportement simplement, qui sont pas encore malades, mais qui, si on ne les aide pas à optimiser leur comportement, un jour deviendront malades, prendront du poids, auront du diabète, du cholestérol. Donc il fallait créer ce métier. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Laurence ? Très bien, moi, puisque je pratique la napsothérapie au quotidien. Mais ça fait depuis 25 ans que je la pratique et que je l'utilise pour soigner les patients. Congruente, puisqu'effectivement, vous appliquez ce que vous demandez aux autres de faire. Vous dites, et vous êtes dur, qu'on ne va jamais assez bien. Ah, mais tout à fait, c'est toujours, on peut toujours aller mieux. Parce que quand on regarde chacun de ces comportements, on ne mange jamais assez bien, on ne bouge jamais assez et on ne dort jamais suffisamment bien. Et tout dans notre société, d'ailleurs, nous pousse à mal dormir, à pas bouger et à mal manger. Tout autour de nous pousse à ça. Donc ça demande un véritable effort. Et un effort, non seulement une motivation forte et puissante qui doit être alimentée par la connaissance, mais il faut s'arranger aussi avec son travail. Parce que le travail, les gens sont épuisés. Quand ils rentrent tard chez eux le soir, allez donc trouver la force de ressortir pour faire du sport. Allez trouver aussi la force de trouver le temps plutôt de bien se nourrir le soir. Et puis tout nous pousse aussi à repousser le moment d'aller au lit. Les séries, on regarde une série, on a envie d'en regarder une deuxième, on ne regarde pas forcément sa montre, on est embarqué par Facebook, Instagram, qui fait qu'on ne se rend pas compte que le temps passe. Et au final, moi, il y a 20 ans, quand les gens me disaient « je me couche tard », c'était minuit. Maintenant, quand les gens me disent « oui, je me couche un peu trop tard », et c'est facilement 1 à 2 heures du matin. Et quand on voit que le cerveau a besoin... Et en semaine, c'est pas le week-end, oui, c'est ça qu'il faut dire. Oui. Et alors, le cerveau a besoin de ces 8 heures de sommeil toutes les nuits. Et les gens sont en moyenne à 6 heures. Donc, ils ne se rendent pas compte de tous les dégâts que ça fait, parce que nous serons amenés certainement, vous et moi, à parler du sommeil, mais on ne se rend pas compte de tous les dégâts que font les manques de sommeil sur la santé. Et franchement... les gens se disent, on le sait bien, moi je le vois bien en consultation, oui, je me couche un petit peu tard, mais je me rattraperai ce week-end, c'est pas bien grave. Si, c'est grave, parce que tout sommeil perdu ne se rattrape pas, et il est faux de penser que la nuit il se passe rien, que le cerveau se met simplement en berne, et puis que ce petit retard, on le rattrapera plus tard. On sait assez mal ce qui se passe dans notre corps la nuit. Ah si, on le sait bien maintenant au niveau du sommeil. Oui, on le sait, mais les gens ne le soupçonnent pas, et c'est ce que j'explique dans le livre. Effectivement, que tous les rôles, il y a tous les éboueurs qui se mettent au boulot. D'ailleurs, j'ai presque l'impression que... c'est un triptyque, il faut comprendre que votre approche de la santé s'appuie sur ce triptyque, mais j'ai presque l'impression que le plus important, c'est quand même le sommeil.
Vous avez raison, et c'est par lui que je commence d'ailleurs dans le livre. Vous avez raison, parce que, en fait, le cerveau mal dormir, ça tout. fait prendre du poids, en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Oui, il le réalise vite. Hein. Parce qu'il y a eu des études qui ont été poussées à l'extrême chez des gens auxquels on demande de dormir simplement 4 heures la nuit. Et on s'est rendu compte au bout de 4 jours qu'ils avaient pris 800 grammes. Pourquoi ? Parce que quand vous manquez de sommeil, quand vous n'avez pas vos 8 heures de sommeil, vous êtes fatigué, donc vous bougez moins. Donc déjà, vous avez beaucoup moins envie d'aller à la salle de sport. Et même inconsciemment dans la journée, vous vous économisez sans vous en rendre compte. Donc déjà, vous allez économiser 200-300 calories par jour. Mais en plus de ça, le manque de sommeil, c'est un stress pour le cerveau. Et ce stress, il va le traduire de 2 façons. La première, c'est que le corps va sécréter du cortisol, qui est l'hormone du stress, et ce cortisol fait grossir, mais au niveau du ventre. Hein, il stimule les adipocytes de la graisse abdominale profonde. Donc déjà, vous allez très vite prendre du ventre. Et deuxièmement, le stress que ressent le cerveau va se traduire par une envie de manger sucré. Donc le manque de sommeil se traduit par des compulsions sucrées, et d'ailleurs, qui n'a pas passé une nuit blanche ou qui n'a pas dormi trop peu une nuit et qui se rend compte que le lendemain, on a envie de manger des féculents, on a envie de manger du pain et surtout on a envie de manger des biscuits, du sucre et du chocolat. Donc tout associé, fatigue, augmentation de l'activité des adipocytes, plus l'envie de manger sucré, la prise de poids elle est très rapide. Donc on voit bien que déjà, quand on veut maintenir son poids stable et que ou que l'on veut maigrir, la première des choses à faire, c'est pas de se lancer dans un régime, c'est d'abord d'étudier de son sommeil et de se poser la question. C'est pour ça que je mets des questionnaires dans le livre, questionnaires portant sur la nutrition, l'activité physique et le sommeil. Déjà, il est important de se poser la question, mais bon sang, mais moi, est-ce que je dors vraiment 8 heures par nuit ? Et c'est là qu'on se rend compte que très facilement, on se couche maintenant après minuit. Or, le sommeil de début de nuit est très riche en sommeil lent profond, très récupérateur. Donc, il ne faut jamais rater minuit. D'ailleurs, vous connaissez l'expression « minuit, l'heure du crime ». Oui, c'est-à-dire il faut jamais se coucher après minuit, c'est ça ? Oui, il faut se coucher éviter. avant. Ouais. Parce que c'est entre 23h et minuit que le sommeil est le plus riche en sommeil lent, profond, récupérateur. Voilà. Et si on rate, c'est le moment où on sécrète le plus de mélatonine, si on rate cette période-là, et si on se couche à 2h du matin, en faisant ces 8 heures et en se levant à 10h le lendemain, eh bien malgré tout, la structure du sommeil ne sera pas la même. Et mélatonine pour tout le monde, parce que... Alors, la mélatonine, c'est une molécule qui est fabriquée par le cerveau et qui donne envie de dormir. Or, il faut savoir que dans notre corps, nous avons une horloge biologique qui est réglée sur 24 heures. Non. 24 heures, 15 minutes. Vous compliquez la situation, Philippe, je voulais simplifier. Mais non, mais moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on dépasse. C'est pas réglé sur 24 heures. Le cycle circadien, le fameux. Oui, c'est nous qui le réglons sur 24 heures grâce aux rythmes sociaux et grâce à la lumière. La lumière est un très puissant synchronisateur et c'est elle qui fait que quand le jour baisse, à ce moment-là, hop, la mélatonine monte et nous avons tous envie de dormir à partir de 23 heures. Donc les gens se mettent à bâiller, commencent à sentir la fatigue. Seulement ceux qui se couchent trop tard ne veulent pas s'écouter, répriment les bâillements et restent concentrés sur la télévision ou sur l'ordinateur. Et ça repousse l'endormissement. Donc on force le cerveau à ne pas s'endormir. Mais ce qui voudrait dire que l'hiver, on a envie de dormir plus tôt. Absolument. Sauf si dans la pièce, on maintient un éclairage puissant. Vous savez, nos anciens qui utilisaient très peu les lumières ou qui utilisaient des chandelles, eh bien, ils se couchaient beaucoup plus tôt. Parce que l'obscurité arrivait beaucoup plus vite dans les maisons et ils ressentaient le besoin d'aller au lit à 20h. Et la lumière était moins violente que celle d'aujourd'hui. Oui, parce que c'est un puissant stimulant pour le cerveau, la lumière. Donc, le secret pour se coucher à l'heure, c'est-à-dire vers 23h au plus tard, c'est de baisser la lumière. Puis c'est très bien, comme ça on fait des économies d'énergie. C'est de baisser la lumière dans la maison, de façon à ne pas stimuler. C'est surtout de ne pas s'exposer à son ordinateur avant d'aller se coucher, de ne pas regarder son téléphone, donc d'aller au lit, lumière tamisée, chambre fraîche, silencieuse, et tout ceci avant 23h. Et on s'endort. Alors, notre horloge biologique dont vous parliez, Laurence Plumet, il y a un instant, vous dites que normalement, elle est synchronisée. Aujourd'hui, ce qui fait prendre du poids et faire qu'on est en mauvaise santé, c'est quand elle est désynchronisée. Alors, pour ceux qui nous écoutent, comment savoir qu'on a une horloge biologique synchronisée ?
Il suffit simplement d'être à l'écoute de son corps. Le corps envoie des messages. Lui, il est réglé. Vous savez, le corps, il fonctionne de façon automatique. Et tant mieux d'ailleurs, parce que si on prenait les commandes sur tout, ce serait une catastrophe. Donc, il fonctionne de façon automatique et il nous envoie des messages. Et quand il sait que c'est l'heure d'aller se coucher, l'heure de dormir, l'heure pour le cerveau de se reposer et d'activer tout ce qu'il a à faire la nuit, il nous envoie des messages. Voilà, c'est tout. Il suffit de s'écouter. Pas plus compliqué que ça. Écoutez-vous, et alors normalement, si on est bien, notre horloge biologique est bien réglée, on devrait se réveiller automatiquement à la même heure tous les matins. Absolument. En gros. Absolument. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de le savoir, c'est quand on est en vacances de s'observer. C'est-à-dire de se dire, quand est-ce que j'ai besoin, de sentir les signes du sommeil, d'aller au lit, et de voir à quelle heure on se réveille spontanément. Et ensuite, on se rend compte que spontanément, 80% de la population ayant ces 8 heures de sommeil, ayant besoin de ces 8 heures-là, va se réveiller. Si on se couche à 23 heures, on va se réveiller à 7 heures du matin, spontanément. Voilà. Il n'y a que 20% de la population de gens qui sont soit petits dormeurs et à qui il suffira d'avoir 5, 6 ou 7 heures de sommeil grand maximum, ou grands dormeurs qui sont des gens qui ont besoin d'avoir 8 à 9 heures de sommeil. Mais le mieux, c'est de n'avoir aucun réveil, aucune contrainte, aucun boulot, et d'utiliser les vacances pour savoir exactement quel est le nombre d'heures qu'il nous convient d'avoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en vacances, on a toujours l'impression qu'on a tout le temps pour dormir, mais qu'on se lève tôt. Oui, voilà, c'est parce qu'on a ces 8 heures. Mais on se lève tôt parce qu'on a ces 8 heures, c'est ça? Tout à fait, c'est parce qu'on a ces 8 heures. On ne peut pas décréter qu'il nous faut 10 heures de sommeil subitement parce qu'on est en vacances. Non. Et puis de toute façon, c'est pas une bonne chose de... Vous savez, en vacances, on a plutôt envie de se coucher très tard, souvent 2-3 heures du matin. On fait la fête, c'est très bien, mais pas tous les jours quand même. Et quand on fait ça et qu'on se réveille régulièrement à midi ou à 13 heures, on décale complètement son rythme, donc le sommeil n'est plus du tout le même. Donc, on est en désynchronisation. C'est là où on est, on est désynchronisé. Et puis quand on reprend le boulot, on est crevé. Au final, on est crevé. Surtout quand on doit mettre le réveil à 7 heures du matin et qu'on s'est habitué à se lever à 13 heures pendant toutes ces vacances. C'est ceux qui, le lundi, vous disent « je suis crevé ». Mais oui. Mais effectivement... Alors, c'est pour ça que si jamais on ne dort pas assez dans la semaine pour des raisons X, des contraintes, et qu'on a envie d'utiliser le week-end pour récupérer, mon conseil, c'est de ne pas dépasser de plus de 2 heures le réveil du matin, le réveil spontané. C'est-à-dire qu'au lieu de se lever à 7 heures du matin en semaine, le week-end, on peut se lever à 9 heures. Mais pas 11 heures, midi, 13 heures, parce que là, on se redésynchronise. Et elle a créé sa discipline, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais elle commence à s'imposer, ça s'appelle la napsothérapie. Le docteur Laurence Pumet est notre invité. Napsothérapie, pour N pour nutrition, A pour activité, P pour physique, et SO pour sommeil. Vous expliquez ça dans un livre qui vient de sortir aux éditions Erol. Docteur Laurence Pumet, comment est-ce que vous expliquez l'érection du matin ? Ben voilà. Alors ça, c'est un signe typique. Pourquoi vous dites « et voilà » Non, parce que c'est intéressant de parler de cette chose-là. Les femmes se disent souvent « Ah là là, mon mari me désire, etc. » Désolé, c'est un phénomène purement physiologique, en fait. Alors l'un n'empêche pas l'autre, il peut y avoir du désir aussi, bien évidemment. Mais tous les hommes ont une érection, sauf ceux qui ont certaines insuffisances. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est la preuve qu'il se passe beaucoup de choses dans un cerveau pendant la nuit. Et je reviens toujours sur ce cycle des 24 heures. Et quant à la sécrétion de testostérone, parce que c'est elle qui provoque l'érection chez l'homme, eh bien cette testostérone voit sa sécrétion maximale au petit matin, entre 5 heures et 7 heures du matin. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle je disais non seulement de se coucher à 23 heures au plus tard, 23 heures minuit, mais d'avoir bien ces 8 heures et d'être toujours dans le sommeil vers 6 heures, 7 heures, et se lever après 7 heures du matin, de façon à bien laisser cette testostérone agir. Ou alors de réveiller l'autre. Oui, entre 5 et 7. Bon, on fait ce qu'on veut. Mais ceci pour dire aussi que, par exemple, les gens qui travaillent la nuit ou les gens qui se réveillent très très tôt pour aller travailler au petit matin et qui ne bénéficient pas de ce moment de sommeil entre 5 heures et 7 heures du matin peuvent avoir des problèmes de libido et de fertilité. Vous voyez combien le sommeil est important du début jusqu'à la fin. En état de réveil, on n'a pas ce phénomène. Ah bah non. Non. On écrase sa testostérone. Quand on est réveillé à ce moment-là, eh bien, on fabrique beaucoup moins de testostérone. Bon, il faut expliquer que votre approche est aussi une approche pour perdre du poids. Et vous dites que pour perdre du poids,
il faut bouger plus, dormir davantage et manger mieux. Ça, c'est ça qu'il faut retenir. Oui. Beaucoup de gens pensent que dormir, ça ne sert à rien, c'est inutile. Mais c'est complètement faux. Qu'on perd du temps. Il y a ceux qui trouvent ça très très bon et qui adorent ça. Mais il y a beaucoup de gens pour qui dormir, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Alors le sommeil est absolument nécessaire. D'ailleurs, si vous soumettez une personne à l'absence totale de sommeil, si vous privez de sommeil une personne pendant 11 jours, elle meurt. Voilà. C'est le record du monde, je crois. Oui. Sans sommeil aujourd'hui. Voilà. On ne peut pas vivre sans sommeil parce que le sommeil est absolument nécessaire, comme il est nécessaire de fermer son ordinateur le soir, car le cerveau va bugger. Pourquoi ? Parce que pendant la nuit, il se passe plein de choses. Il ne faut pas s'imaginer que le cerveau dort, il se repose et il ne se passe rien d'autre. Non. D'abord, pendant la nuit, il y a des hormones qui sont sécrétées en quantité importante. Nous venons de le voir avec la testostérone au petit matin. Et il faut savoir aussi que l'hormone de croissance, qui est si importante aux enfants pour leur croissance, elle est sécrétée en quantité importante et dès le début de la nuit. C'est pour ça qu'il est important que les enfants se couchent tôt. Ils doivent être au lit à 20h30, 21h pour profiter au maximum de ce pic très important d'hormones de croissance qui a lieu au début de la nuit. Donc tous ces enfants qui se couchent à 23h, minuit, eh bien ils ratent cette sécrétion maximale d'hormones de croissance, ce qui peut compromettre une croissance optimale. Par ailleurs, que se passe-t-il pendant la nuit ? On fait énormément travailler tous nos neurones dans la journée. Et donc, on libère des toxines. Et ces toxines vont se déposer dans les neurones. Eh bien, pendant la nuit, les neurones vont se détoxifier, vont se débarrasser de toutes ces toxines. Et les gens qui sont chroniquement en manque de sommeil, qui se couchent à 2h du matin pour se lever à 7 et qui n'ont que 5 heures de sommeil pendant toute leur vie, accumulent ces toxines et ça pourrait être un facteur de risque supplémentaire de maladie du vieillissement. C'est-à-dire la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, parce que les neurones ne sont pas détoxifiés et sont englués de protéines toxiques. Voilà. Donc, prévention de la maladie d'Alzheimer, déjà bien dormir. Voilà. Et puis, il se passe aussi plein de choses pendant la nuit. On libère des hormones, on communique, le cerveau communique avec les autres organes, libère des neuromédiateurs. Et donc, voilà pourquoi il est important de dormir suffisamment. Alors, il y a beaucoup d'hormones. Certaines deviennent connues. Vous avez parlé tout à l'heure de la mélatonine, la fameuse mélatonine qu'on conseille à ceux qui voyagent. Vous qui partez en vacances et qui peut-être allez avoir un jet lag de plus de 6 heures, 5, 6 ou 7 heures. À une époque, on conseillait de prendre de la mélatonine. Vous conseillez à ceux qui ont un jet lag pour les vacances de prendre de la mélatonine ou pas ? Oui, alors tout dépend dans quel sens on va. Si on va vers l'ouest, si on va vers l'est. Donc ça, il faut poser la question finalement. C'est très compliqué. En fait, quand on va vers l'ouest, il faut porter des lunettes de soleil quand on arrive, de façon à stimuler l'endormissement. Alors que quand on va vers l'est, c'est plutôt l'inverse. Enfin, c'est assez compliqué. Il faut d'ailleurs pas hésiter à poser la question au centre de vaccination dès lors. Alors, il faut prendre des précautions pour des voyages de plus de 6 heures. Plus de 6 heures. De décalage. Oui, de décalage horaire. Alors, ceci dit, c'est long de se remettre d'un décalage horaire. Quand on a des vacances qui durent 3 semaines, on passe les 10 premiers jours dans le pâté. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais vous savez, il y a aussi des gens qui vivent ça au quotidien, sont les insomniaques. Les insomniaques qui n'arrivent pas à fermer l'œil et qui n'arrivent pas à s'endormir. Donc, pour répondre à votre question sur l'utilité de la mélatonine, indépendamment des décalages horaires du voyage, il ne faut pas partir trop loin, c'est l'utilisation de la mélatonine quand on a du mal à s'endormir. Et là, oui, tout à fait. Alors, c'est une molécule pour laquelle il n'y a pas, de dépendance. Ça, c'est bien, parce que vous avez des somnifères qui rendent dépendants. Avec la mélatonine, il n'y a pas de dépendance. C'est très bien. Après, il y a 2 types de dosages, et les dosages qui nécessitent une ordonnance par un médecin, plus de 2 mg par comprimé, et ceux qui sont à 1,9 mg, ils sont malins, les fabricants, qui ne nécessitent pas d'ordonnance. Et donc, on prend son petit comprimé de mélatonine au moins 2 heures avant d'aller se coucher, c'est-à-dire vers 21h quand on veut dormir à partir de 23h. Et puis, on attend, voilà, et on se donne toutes les chances de dormir. Alors, l'effet n'est pas immédiat. Il faut souvent attendre 2-3 semaines avant de voir les effets de la mélatonine. C'est un traitement qui se suit au long cours, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de la mélatonine comme ça un jour et puis pas le lendemain. C'est quelque chose de régulier. Et puis il peut y avoir des petits effets secondaires et les plus courants étant les maux de tête. Voilà. D'accord.
Donc ça fait partie, c'est une aide. partie des hormones importantes de la régulation du sommeil, oui, comme bien sûr. l'adénosine qui est moins connue. Oui, hein, oui, oui, tout à fait. L'adénosine qui aide à dormir aussi, et c'est la raison pour laquelle le café contrarie le sommeil, car dans le café, eh bien, il y a des molécules qui sont anti-adénosine, qui diminuent la synthèse d'adénosine par notre cerveau, raison pour laquelle il ne faut pas boire de café après 17 heures. Et vous dites dans votre livre que la caféine modifie la nature du sommeil. Oui, tout à fait. Alors les gens comme l'alcool d'ailleurs, hein, les gens qui prennent du café ou de l'alcool le soir et qui pensent à tort, surtout pour l'alcool, en que se ça disant, fait dormir. Et voilà, ça va m'abrutir et je vais dormir. Sur le moment, bien sûr, on s'endort, mais on s'aperçoit qu'il y a plein de micro-réveils pendant la nuit parce que l'alcool rend le sommeil très superficiel. Or, le sommeil, c'est une série de cycles. Chaque cycle dure environ 1h30, avec un sommeil qui est superficiel au début, puis qui s'enfonce dans la profondeur. Nous sommes dans le sommeil lent, voilà, superficiel puis profond, et ensuite, hop, nous revenons à un niveau de conscience superficiel qui est le sommeil paradoxal, c'est le sommeil pendant lequel on rêve. Donc en début de nuit, beaucoup de sommeil profond, lent, récupérateur, très important pour récupérer de la fatigue physique et morale. Et en fin de nuit, au petit matin, le sommeil est très chargé en sommeil paradoxal, les rêves, ce qui nous permet donc de restaurer nos capacités de mémorisation, mais aussi de concentration et de vigilance. Voilà. Et quand on se réveille au petit matin et qu'on se souvient de ses rêves, eh bien c'est que le réveil a sonné en plein réveil, en plein sommeil paradoxal. Alors d'autres hormones, alors ça sont les hormones du réveil, hein. Oui. Alors certaines deviennent très populaires. Bon, alors la sérotonine et la dopamine, c'est devenu des stars des hormones. La noradrénaline, donc on commence à parler, l'orexine et l'histamine. Et ces hormones, est-ce qu'on peut se supplémenter dans ces hormones si on n'a pas la pêche le matin, par exemple? Non. Si on n'a pas la pêche le matin, on fait en sorte qu'on va dormir pendant ces 8 heures et on retravaille ce qui se passe dans la soirée, c'est-à-dire qu'on ne dîne pas trop tard, on ne fait pas un dîner trop copieux, trop gras, trop sucré, on préserve son sommeil, on baisse la lumière, on va de là, et on a ces 8 heures de sommeil, et c'est comme ça qu'on a la pêche. Voilà. Si on n'a pas la pêche, il faut retravailler son sommeil. La première cause de fatigue chez les gens, c'est le manque de sommeil. Voilà. Hein. Bon, donc ça, c'est la priorité. Hein. Que l'on veuille maigrir ou pas, la priorité, c'est je m'intéresse à mon sommeil, parce qu'il est allègrement massacré. Voilà. Alors, toutes ces molécules que vous venez de citer, l'orexine, l'histamine, non. Ce sont des médicaments. Les antihistaminiques, c'est pour les gens qui ont des problèmes d'allergie. Donc, ce sont des médicaments. On ne se bourre pas de médicaments pour retrouver la pêche. Il suffit tout simplement de bien dormir. Pourquoi les maladies inflammatoires s'expriment-elles souvent la nuit ? Alors c'est une bonne question. Alors c'est parce que, en fait, pendant la nuit, il y a une dépression des hormones qui sont anti-inflammatoires. Voilà. Par exemple, le cortisol, c'est une molécule anti-inflammatoire. Eh bien, on sait que pendant la nuit, le cortisol, il est au plus bas. Hein, parce que si on sécrétait beaucoup de cortisol, eh bien, on serait énervé. Les gens qui prennent des corticoïdes le prennent le matin. Ils savent qu'il ne faut jamais prendre ce médicament le soir avant d'aller se coucher. Donc, le cortisol, qui est une hormone stimulante, mais qui a des vertus anti-inflammatoires, c'est une molécule qui est très peu sécrétée pendant la nuit. Et c'est la raison pour laquelle, alors par contre, au petit matin, ça remonte. Et c'est la raison pour laquelle l'inflammation des gens qui ont des maladies inflammatoires, comme la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn, enfin bon bref, toutes sortes de maladies inflammatoires ont mal la nuit par déficit de cortisol, ce qui d'ailleurs altère la qualité de leur sommeil. Oui, j'ai lu ça dans votre livre, je trouvais ça très, très intéressant parce qu'on en parle assez peu, finalement, comme les gens qui se grattent, ils peuvent avoir des envies des démangeaisons terribles la nuit, par exemple. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire autres que les corticoïdes, il faut les prendre le soir, de façon à ce qu'ils soient actifs la nuit pour diminuer justement les douleurs inflammatoires. Alors, vous expliquez qu'il y a un examen clé pour faire le bilan de l'état de son sommeil, qui s'appelle le PSG. Oui, tout à fait. Alors déjà, on peut avoir une idée chez soi, et d'ailleurs je le rappelle dans le livre, c'est de faire son agenda du sommeil. Enfin, le journal du sommeil. Voilà, vous le trouvez sur Internet, c'est un questionnaire, puis une grille là, qui vous permet de voir à quelle heure vous vous couchez, combien de temps vous dormez, combien de fois vous vous réveillez dans la nuit, à quelle heure vous vous réveillez. Déjà, rien que le fait de le marquer comme ça, de le voir,
Ça vous permet de réaliser beaucoup de choses. Et après, quand on a le sentiment, premièrement, qu'on dort mal, qu'on se réveille en étant fatigué, il faut aller absolument consulter un spécialiste du sommeil. Il y en a 2 catégories. Il y a les services hospitaliers, les centres du sommeil, qui pratiquent ce qu'on appelle l'APSG, polysomnographie, où on vous met plein d'électrodes partout, on vous fait un électroencéphalogramme, électroculogramme, électromyogramme, et puis également sur la cage thoracique. C'est vers la gorge. Oui, voilà, c'est sur les muscles du menton. Voilà, très bien. Et donc, on vous fait dormir soit à l'hôpital, soit chez vous, et on examine la qualité de votre sommeil pour voir s'il est bon ou au contraire, si vous avez des problèmes d'insomnie ou d'apnée du sommeil. Parce que ça, les apnées du sommeil, c'est très fréquent chez les gens qui sont en surpoids, chez les obèses, mais aussi chez des gens qui sont minces. Bon, bref. Ou alors, en ville, des pneumologues ou des ORL pneumologues plutôt, qui vous proposent une polygraphie ventilatoire, qui est un examen plus simple et qui permet déjà d'avoir une bonne idée de la qualité de son sommeil. Mais voyez, ce sommeil, on en parle beaucoup, mais c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'il est à la base de la napsothérapie. C'est parce que vous avez beaucoup de gens qui s'intéressent à la nutrition, beaucoup de gens qui s'intéressent à l'activité physique, mais vous n'avez aucune spécialité qui s'intéresse aux 3 et en priorité au sommeil. Parce que même quand on veut maigrir, il faut d'abord commencer par bien dormir. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous devez retenir ces napsothérapies ? C'est le docteur Laurence Plumet qui est mon invité ce matin, qui l'a inventé. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la napsothérapie, vous pouvez aller sur Internet, Laurence. Oui, tout à fait. Alors, il y a le site institutionnel de la napsothérapie qui est napso, N-A-P-S-O, le tiret du 6, thérapie, T-H-E-R-A-P-I-E, .org. Voilà, napso-thérapie.org. Et sur ce site, on a toutes les informations. On a non seulement l'annuaire des napsothérapeutes, car à l'heure actuelle, il existe à peu près une centaine de napsothérapeutes qui sont efficaces. Et puis, on va également tout savoir sur la formation et le métier de napsothérapeute ou de conseiller en napsothérapie. Donc, comment se former ? C'est une formation à distance, d'ailleurs, qui se fait sur 9 mois, qui est validée, qui est encadrée, qui est très enrichissante et qui débouche sur un diplôme. Et donc, qui va permettre aux conseillers en napsothérapie ou aux napsothérapeutes de pouvoir ensuite travailler, soit en libéral, pour, à titre préventif, s'occuper des gens, diagnostiquer les erreurs de comportement en nutrition, activité physique et sommeil, diagnostiquer et ensuite donner des conseils pour optimiser ces comportements et suivre les gens pour les aider à être et à rester en bonne santé. Et puis également, cette formation permet donc d'intervenir dans les entreprises. Ça, il y a des débouchés fantastiques. Les interventions dans les entreprises, les salariés. Les salariés, c'est comme le grand public. Un salarié sur 2 mange mal, ne bouge pas assez, a des troubles du sommeil. Et ça, c'est fatigue chronique, troubles, arrêt de travail, accident de travail. Donc voilà, donc les entreprises sont demandeuses. Donc il y a beaucoup de débouchés aussi dans les écoles. Enfin bref, énormément de débouchés pour les napsothérapeutes. Bien, redonnez l'adresse, Laurence. napso-thérapie.org. Et c'est le tiret du 6. Il y a énormément de questions intéressantes qui concernent le sommeil dans votre livre, notamment pour les personnes qui travaillent en horaire décalé, que ce soit les personnes qui travaillent en horaire de nuit, que ce soit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les personnes qui travaillent tôt le matin, c'est-à-dire qui embauchent avant 6 heures, donc qui se lèvent a priori vers 4 heures du matin, et puis il y a ceux qui travaillent ce qu'on appelle en après-midi, donc qui font des horaires d'après-midi jusqu'à 22 ou 23 heures. Donc vous leur donnez des conseils, notamment des conseils d'alimentation, des conseils pour faire du sport, et notamment comment se resynchroniser par rapport au sommeil. Et vous expliquez très bien que quand on a travaillé toute la nuit, il ne faut pas attendre avant d'aller se coucher, il faut se coucher tout de suite si on veut récupérer de sa nuit de travail, car le meilleur moment pour réparer sa nuit de travail, c'est le matin. Exactement. Et ça, c'est de la chronobiologie. Tout simplement parce que la mélatonine, elle monte encore un peu, donc elle est favorable à une bonne qualité de sommeil le matin, et le cortisol n'est pas encore trop élevé. C'est une hormone stimulante. Alors que si on va qu'à ses occupations dans la matinée, pour des raisons d'organisation familiale et autres, et qu'on choisit de dormir l'après-midi, là c'est terrible. La mélatonine, il n'y en a plus, le cortisol, il est au max, donc là on a un sommeil de très mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'on est en décalage horaire en permanence, et c'est vrai, et je trouve qu'en entreprise, on n'explique pas assez aux salariés qui font des horaires décalés, soi-disant pour
pour des choix de vie, mais aussi parce qu'il n'y a pas le choix. Dans un hôpital, il faut que ça tourne 7 jours sur 7, H24. Oui. On leur explique pas assez quelles seraient en prévention les règles d'hygiène de vie à adopter. Tout à fait. Notamment sur à quel moment manger quoi. Parce que au final, à 2h du matin, vous êtes en train de vous retrouver au distributeur en train de manger un Twix. Hein. Tout à fait. Alors ce qu'il faut faire, puisque le sommeil est désynchronisé, au moins que les repas soient relativement réguliers. Donc vraiment, il faut conserver les 3 repas par jour et la petite collation la nuit. C'est-à-dire que quand on rentre à 7h du matin, après une nuit de travail, on prend un petit déjeuner pas trop lourd, parce qu'après on va se coucher tout de suite. Surtout, on ne prend pas son café habituel. Hein. Mais est-ce que c'est judicieux de manger sucré quand on va se coucher ? Oh, on se fait plaisir. Mais alors, pas le café, pas le thé non plus, parce qu'on s'énerve. Donc, une petite tisane relaxante, tisane nuit, etc. Une petite camomille, une verveine, une valériane. Un pismémère, comme on dit. Oh, qu'est-ce que vous racontez, Philippe? Bon, ça, avec un fruit, un yaourt, 1 ou 2 biscottes ou un petit morceau de pain légèrement beurré, pourquoi pas un peu de confiture, et hop, au dodo. Au dodo, chambre silencieuse, sombre, car dès qu'il fait jour, tout de suite, ça empêche de bien dormir. Donc on fait la nuit, on fait vraiment l'obscurité dans sa chambre. Et pas de bruit. Et voilà, et pas de bruit. Et on se réveille à 14h. Là, on prend son déjeuner, un plat principal, un yaourt, un fruit. On fait du sport ou on va marcher l'après-midi. On prend son dîner ou pas avant d'aller prendre son boulot le soir, ou on prend au travail vers 21h. Ensuite, le petit coup de pompe vers minuit, 1h du matin. C'est la fameuse barre chocolatée, là. Oui. Alors, faut pas manger trop gras et trop sucré, c'est vrai. Non, mais un petit truc sympa. Ça peut être une compote, un yaourt, du fromage blanc, vous voyez, des fruits de saison, etc. Mais bon, on fait la pause, quoi. C'est le moment où il y a le plus d'accidents de travail, d'ailleurs, entre minuit et 2h du matin. Et puis voilà. Et puis voilà comment il faut faire. On mange, on dort, on remange, on fait du sport, on mange, on va travailler, petite collation à minuit, 1h du matin, et voilà. Et c'est comme ça qu'on limite la casse. Alors, que répondent les gens quand vous les interrogez, que vous leur posez cette question, mangez-vous bien ? Je leur pose jamais cette question-là. Non, c'est vrai. Parce que c'est très subjectif. Ils peuvent me dire, bien, pourquoi ? Et puis voilà, je ne me contente pas d'une réponse pareille. Non. Par contre, vous savez, les questionnaires que sont habitués les napsothérapeutes à maîtriser sont des questionnaires très poussés. C'est le matin, au petit déjeuner, qu'est-ce que vous mangez ? Et dans le détail, en matinée, est-ce que vous grignotez ? À midi, qu'est-ce que vous mangez ? Mais attention, on ne se contente pas de réponses évasives. L'après-midi, qu'est-ce que vous mangez ? Et le soir, qu'est-ce que vous mangez ? Et quelle fréquence, les restos, les sorties avec les amis, etc. Ça permet, plus on est précis dans ces questions, plus on a des réponses précises, plus on fait un diagnostic précis et plus on va donner des conseils adaptés qui seront différents d'une personne à l'autre. C'est ça, en fait, la force du napsothérapeute, c'est qu'il a reçu une formation tellement poussée qu'il est capable de donner des conseils spécifiques à chaque personne. C'est-à-dire que si c'est pour répéter à tout le monde manger équilibré, pas besoin de faire 9 mois de formation. Bon, donc là, en revanche, le napsothérapeute, il maîtrise sur le bout des doigts la composition des aliments et donc il est capable, si vous, Philippe, vous me dites j'ai horreur des produits laitiers, je vais vous donner des conseils et qui vont vous permettre de ne pas vous pénaliser en calcium. En élève du docteur Alain Delabo, j'ai horreur des produits laitiers. Oui. Et là, vous en mettez partout. Oui, absolument. Et là, vous en mettez partout. Et je me suis dit, mais c'est vrai, et quand on prend une habitude, finalement, c'est comme quand on désucre son café. Après, on ne peut plus boire de café sucré. Quand vous êtes habitué à plus manger de yaourt ou de lait, après, c'est une habitude. Oui. Je regardais ce que vous disiez sur le fait de pouvoir les remplacer ou pas par ce qu'on appelle les jus ou de soja ou d'amandes ou... Oui, alors si on ne consomme pas ou très peu de produits laitiers, c'est d'ailleurs dommage parce que honnêtement c'est la meilleure source, ce sont les aliments qui sont les plus concentrés en calcium et c'est le calcium qui est le mieux absorbé par rapport au calcium d'origine végétale. Il n'y en a pas dans la viande ? C'est pas le sujet. Non, il n'y en a pas dans la viande. Il n'y a pas de calcium dans la viande ? Non, pas du tout. On trouve que dans les produits laitiers. Alors il y en a un peu dans les légumes, mais c'est un calcium qui est mal absorbé. D'accord. Puis on en trouve tellement peu qu'il faudrait manger des tonnes de légumes. Bonjour le confort digestif. Et puis c'est pas du tout dans ce sens-là que vont les gens. Donc les produits laitiers, on fera peut-être une émission là-dessus, Philippe, d'accord ? Sur les produits laitiers. Pour ou contre les produits laitiers. Voilà. Bon, admettons que vous n'en consommiez pas. Non, moi, mon souci de médecin, c'est de ne pas vous laisser en carence de calcium, parce que vos os réclament le calcium. Mais vous pouvez manger du fromage, en fait.
Ah bah si vous mangez du fromage, très bien, très bien. Des fromages à pâte pressée cuite, comté, gruyère, emmental, beaufort, parmesan, ce sont des sources de calcium formidables. Si vous en mangez 1 ou 2 parts par jour, c'est bon, vous êtes sauvé, Philippe. En revanche, si vous ne mangez ni fromage, ni yaourt, ni fromage blanc, ni lait, vous êtes mal barré parce qu'il vous faut 800 mg de calcium tous les jours et vous n'en aurez que 200 péniblement venant de vos légumes et de vos céréales que vous allez manger au quotidien. Heureusement, vous allez pouvoir compter, grâce à mon expertise, sur 2 alternatives. Les eaux minérales calciques, Contrex, Épar, réservé aux gens constipés, Courmayeur, 500 mg de calcium par litre. Waouh, ça c'est une bonne source. Et puis vous parliez des jus végétaux. Alors bon, c'est en plein essor, les laits d'avoine, les jus de soja et compagnie. Bon, il faut savoir que là-dedans, il y a très peu d'éléments nutritionnels. Ils sont très pauvres. Il n'y a pratiquement pas de calcium. C'est quasiment 0. Donc, quand on remplace le lait par ce type de boisson, il faut les choisir systématiquement enrichis en calcium. Donc, il faut regarder l'étiquette, voir si le terme calcium figure, et dans les ingrédients, et dans le tableau de la composition nutritionnelle. Et alors là, ça vaut le coup. Bon, voilà, ça contient autant de calcium que le lait. On en boit 2 verres, on a à peu près 400 mg de calcium dans ce cas-là, apporté par vos 2 grands verres de jus végétaux enrichis en calcium, et vous vous en sortez. Bon, vous avez une recette dans votre livre de frites non grasses. Oui. Avec 1 cuillère d'huile. Oui. Bon, en fait, est-ce que ça fonctionne ? Oui. Alors après, il en faut pour tous les goûts. D'abord, la frite traditionnelle en friteuse bien grasse, 15% de matière grasse. Ça veut dire que dans une belle assiette de frites, vous avez l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile. Ouh, ça fait vraiment beaucoup. En revanche, si vous achetez des frites au four, je ne vais pas citer la marque, mais les frites qui sont déjà surgelées au four, que vous mettez 20 minutes au four, vous passez de 15% à 3%. C'est extraordinaire. Vous en avez 5 fois moins. Donc, au lieu d'avoir vos 4 cuillères à soupe d'huile, vous n'en avez plus qu'une petite. C'est bien, elles sont bonnes, elles sont croustillantes. Moi, je trouve ça génial. Maintenant, vous pouvez les faire vous-même. Donc, vous préparez vos frites, vous coupez vos pommes de terre, vous les mettez dans un sac en plastique, vous mettez 1 cuillère à soupe d'huile, de l'huile de tournesol ou huile de colza. Hop, vous fermez le sac en plastique, vous secouez bien fort, comme ça, l'huile se répand sur vos frites. Et hop, sur le lèche-frites au four, 20 minutes ou un peu plus, enfin bref, le temps qu'il faut. Et vous avez des frites très peu grasses. Bien, quelle est la première vitamine qui a été découverte ? La vitamine B1. Bon. Elle a été découverte en prison, grâce à des prisonniers qui étaient nourris avec du riz dépoli, c'est-à-dire un riz qui n'était pas complet. Or, les vitamines du groupe B se trouvent souvent dans l'écorce, le son du grain de riz. Et donc, le médecin ou le scientifique qui avait remarqué que ces prisonniers développaient des neuropathies, il leur a donné du riz complet. Hop, et les neuropathies ont disparu. Et pourquoi c'est une vitamine qu'il faut surveiller chez les personnes qui portent un bypass ? Eh bien, parce que quand vous faites un bypass, pour aider ces gens à maigrir, à perdre 30, 40 ou 50 kilos 2 ans dans les 2 années qui suivent l'opération, vous provoquez une espèce de court-circuit digestif qui fait que les aliments vont tomber dans la deuxième partie de l'intestin grêle, à savoir le jéjunum, qui n'est pas fait pour l'absorption, qui est beaucoup moins efficace que la première partie. Et donc, vous mal absorbez. Donc, certes, vous perdez des calories, des protéines, des lipides, des glucides dans les selles, mais vous perdez aussi des vitamines. Donc, déjà, ce sont des gens qui devront se supplémenter tous les jours, en prendre leurs petits comprimés tous les jours à vie, en vitamines, en calcium, en fer, en vitamine B12, etc., parce qu'ils malabsorbent, et s'ils ne le font pas, ils risquent d'avoir des carences. Mais la vitamine B1, on a eu des cas comme ça, et ce sont les psychiatres qui ont alerté, parce que les personnes qui s'étaient faites opérer d'un bypass, et puis qui vomissaient, et donc qui rejetaient finalement leurs compléments vitaminiques, et à qui on faisait des perfusions de glucose, et le glucose en plus, il consomme beaucoup de B1 dans le corps, donc forte consommation de B1 dans le corps et rejet par les vomissements faisait que ces gens développaient des carences en B1 qui se manifestaient par des troubles psychiatriques à type de démence, et donc il suffisait tout simplement de les enrichir en B1 et tout revenait dans l'ordre. Je vous tends votre livre, docteur Laurence Prumet. Non, c'est juste pour le montrer à la caméra, voilà, parce que vous allez me le rendre. Oui. C'est une mine d'informations. On l'a commencé à en parler, mais vraiment en avant, on est loin d'avoir fait le tour de tout ce qu'il y a dans votre livre. Napsothérapie, nutrition, activité physique, sommeil aux éditions Erol. Et je vous rappelle également le site de la napsothérapie, donc napso-thérapie.org pour toutes les informations, donc pour trouver les napsothérapeutes, mais aussi pour vous former.
Merci d'avoir été avec nous, Laurence. Merci Philippe, merci infiniment. Voilà, et vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et sur tous les serveurs qui reprennent les émissions de Beurre FM. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et très belle journée santé sur Beurre FM.